Aujourd'hui, je crois que le monde est en train de mourir parce ce sont les financiers qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça, alors il y a plus, c'est comme ça qu'on met du cheval dans la lasagne de bœuf, c'est comme ça que Lance Armstrong se dope pendant 10 ans au Tour de France. Enfin, s'il n'y a pas d'éthique personnelle, il n'y a plus de barrière. Salut à tous. Alors notre invité a été patron d'une compagnie aérienne, il a connu la faillite, puis le succès avec un spectacle qui a cumulé 2 millions de spectateurs. C'est un spectacle sur les mystères du couple, on va beaucoup en parler dans cette émission. Mon invité va nous raconter ses multiples changements de vie. Mon invité, c'est Paul Devant. Salut Paul. Salut Eric. Comment ça va? Mais bien sur ton beau lit. Eh ben, ravi. Alors, pas pieds nus alors. Moi pieds nus, moi. Voilà, parfait. Dès que je peux, je suis pieds nus. Voilà. J'adore être pieds nus. En toute détente. Ouais. Alors, je viens de le dire, tu as été patron d'une compagnie aérienne. Ouais. Grâce à Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ce spectacle que tu as tourné pendant des années, tu as cumulé 2 millions de spectateurs. Ouais. Mais je reviens sur cette info, directeur général d'une compagnie aérienne. Ouais. À quel âge tu as été directeur général? 26 ans, 27 ans. 27 ans. On parle d'une compagnie aérienne belge. Ouais. On va préciser que tu es belge d'origine. Quand même, une fois, comme ça c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est réglé. Très jeune, donc, dans cette compagnie aérienne, entre l'âge de 27 à 30 ans, c'était quoi ton quotidien à l'époque? T'es un golden boy? C'est un peu un golden boy, c'est créer une compagnie aérienne, donc acheter les avions, engager les pilotes, les hôtesses, faire toutes les démarches administratives pour avoir les droits de trafic, le droit d'exploitation, l'exploitation de l'avion, la maintenance des avions, le catering, la billetterie, la commercialisation, enfin tout ce qu'il faut pour qu'une petite compagnie aérienne fonctionne. Tu avais fait quel genre d'études et comment tu te retrouves propulsé aussi jeune à la tête d'une compagnie? C'est fou ça. J'avais fait une école de commerce et d'ingénieur. En Belgique, ça n'existe pas en France. En fait, c'est une école de commerce, mais avec pas mal de physique, de chimie, de maths et tout ça, donc de matières scientifiques. L'idée, c'est de pouvoir en même temps être donc école de commerce dans la gestion, au management, mais quand même avoir une compréhension des processus de fabrication, de pouvoir justement aller savoir ce que c'est un avion et un moteur d'avion et des choses comme ça. Donc avoir quelques notions, pas énormes, mais au moins de pouvoir discuter de temps en temps avec un ingénieur quand même qui nous explique des aspects techniques. C'est ton premier job. Et tu es directeur général d'une compagnie aérienne. Ça, on va voir qui va y avoir. L'aéroport à l'époque c'était un peu en friche. C'était une aventure, quoi. C'était encore un peu une belle aventure. C'était chouette. Une aventure qui n'a duré que 3 ans finalement pour toi, de 27 à 30 ans. Alors, c'est en tout début 92 que ça s'arrête. Tu démarres en 88. Pourquoi ça dure aussi peu de temps, cette aventure? Parce qu'en 91, il y a un élément important, c'était la crise du Golfe. Tous les gens ont eu peur des attentats dans les aéroports et les détournements d'avions et tout ça. Et donc pendant 6 mois, en fait, plus personne, il y a vraiment une psychose et plus personne n'a pris l'avion. Et donc, à un moment où on était encore un petit peu fragile, parce qu'on démarrait depuis 3-4 ans, donc on n'avait pas non plus un cash flow incroyable. Et puis, toutes les compagnies nationales étaient soutenues par les gouvernements, mais nous, on était privés, et donc j'ai pas trouvé les soutiens nécessaires pour sortir de là. À ce moment-là, tu as une trentaine d'années, tu as 30 ans. Tu passes de golden boy à chômage. À chômeur. C'est dingue. Pourquoi tu te retrouves au chômage? Parce qu'on se dit, quelqu'un qui a quand même aussi jeune ce style d'expérience, il va retrouver n'importe quel boulot. Ouais. Mais j'ai commencé vraiment une période de réflexion aussi. Donc j'avais un petit peu de temps, j'avais un peu d'économie aussi de côté. J'étais bien payé pendant quelques années et tout ça. Donc je me suis pas précipité spécialement pour trouver quelque chose, mais je me suis vite rendu compte que ce qu'on me proposait n'avait pas le sel de ce que j'avais pu goûter auparavant. J'avais vu les limites aussi de ce système politico-financier où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer sa vie professionnelle autrement aussi? Et puis j'étais un profil un peu atypique pour des recruteurs traditionnels d'aller dans une boîte en tant que directeur commercial. Les gens se disaient, c'est assez bizarre, pourquoi est-ce qu'il prend un poste de directeur commercial alors qu'il était directeur général? Et puis si je prends un directeur général, oui, mais il a 30 ans, il n'a pas d'expérience du secteur et tout. Donc c'était aussi trop un capé petit peu, pour certains, trop jeune pour d'autres. Et moi aussi, un questionnement de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de
d'aller dans des trucs où je le sens pas complètement et tout ça. Donc j'étais un peu en période de réflexion parce que c'est vrai que ça a été quand même un gros coup où, à 30 ans, belge, sans emploi, célibataire et tout, à un moment donné, je me dis mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Dans cette période où justement tu es en plein questionnement, ça va être un premier gros changement dans ta vie. On va voir qu'il y a eu beaucoup de changements et c'est ça qui nous intéresse. Comment tu es à la fois dans ta tête et comment tu réagis dans ta vie à ce moment-là? Mais la première, donc questionnement déjà un peu, je me rends compte qu'en fait j'avais des faux amis ou des gens justement où j'étais invité à des matchs de foot dans les loges, des trucs comme ça, tout ça se termine du jour au lendemain, donc là il y a quand même un D'accord, donc comme tu dis, des vrais faux amis, des vrais faux amis ou des qui amis te tournent le dos le jour où tu n'as aucun intérêt financier pour eux. Oui, ou intérêt relationnel, tiens, il peut me présenter telle ou telle personne, enfin, c'est le jeu le jeu du monde, hein, mais c'est vrai que c'est à un moment donné, tu t'intéresses moins parce que tu n'es pas dans la position que j'étais pas dans la position dans laquelle j'étais avant, donc j'intéresse moins de monde. Donc c'est un petit truc à encaisser. À 30 ans, tu apprends déjà à faire le tri et à apprendre ce qu'on appelle la résilience. Oui, et surtout, enfin, la résilience, pas encore tout à fait, mais je me rends compte que rester dans ce paraître, ça ne me nourrit pas. Même avec ma compagnie aérienne, tu vois, j'avais un sentiment de puissance et tout ça, mais parfois, je n'avais pas le sentiment d'être heureux. Et ça m'interpellait parce que justement, je me disais, normalement, on m'a toujours dit que j'étais heureux si j'avais une belle situation et tout ça, j'étais heureux. Ben en fait, non. Tu avais, mais tu ne vivais pas. Avoir et être. Tu me dis, c'est un bouquin qui t'a marqué, ça. Et donc, j'ai commencé quand même une petite introspection aussi à cette époque-là, justement. Et il y a notamment le livre d'Eric Fromm qui s'appelle Avoir ou être. Et donc là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser vraiment à la psychologie, aux relations humaines, au développement personnel, aux questions de confiance en soi, d'estime de soi. C'est là aussi où justement tout mon parcours avec mes parents et tout ça, mes blessures d'enfance sont aussi... j'ai été creusé un petit peu là-dedans, j'ai commencé une thérapie, donc voilà, je me suis vraiment intéressé. Puis aussi, j'ai refait du sport, je me suis remis aussi à prendre soin de moi, en fait, un petit peu. Alors les blessures d'enfance, on va en parler dans pas longtemps, parce qu'il va y avoir un déclencheur qui va te faire prendre conscience de ce que tu as vécu dans l'enfance et de comment ça interagit dans ta vie. Mais juste avant, je voudrais savoir comment tu as rebondi, après la compagnie aérienne, après cette période de chômage. Donc tu passes vraiment des montagnes russes, c'est le cas. Qu'est-ce que tu vas faire là? Et là, après, je vais tomber sur une petite annonce qui me parle de la possibilité de développer des réseaux de distribution en Europe. Avec des produits de traitement d'eau et d'air. Et je tombe sur cette petite annonce, je vais voir, je suis un peu sceptique au départ, et puis je rencontre plein de gens qui fonctionnent comme ça, et ce mode de distribution m'interpelle vraiment. Tout le monde autour de moi se fout de ma gueule, parce qu'ils se disent, tu vas pas te lancer après les études que tu as faites, après ton boulot, tu vas quand même pas commencer à vendre des systèmes de filtration d'eau et d'air en porte-à-porte, c'est n'importe quoi et tout ça, mais j'avais aussi appris à me détacher un peu du regard des autres. C'est un truc qui j'ai depuis longtemps. Et j'essaye de ne pas être trop dépendant de ça et d'être plutôt de partir par rapport à ce qui me semble juste pour moi. Et voilà, les autres pensent qu'ils veulent par rapport à ça, mais je trace mon chemin. Tu deviens à ce point spécialiste que tu écris un bouquin qui va se vendre à 200 000 exemplaires. C'est un livre, justement, qui s'intitule « L'avenir de la vente multiniveau ». Qu'est-ce que c'est ce bouquin? Mais ce bouquin, c'est donc... je suis vraiment interpellé par ce mode de distribution parce que je vois qu'il y a des gens qui cherchent justement une alternative à l'emploi, où les années 80, où les gens commencent à se faire licencier du jour au lendemain, après 20 ans de bons et loyaux services dans leur boîte, ils se font virer. Il y a des questionnements sur la question du sens, justement, sur le fait de... qu'est-ce que j'apporte à la société, etc., dans mon boulot et tout. Donc ça, c'est le tout début, mais on est quand même dans ces questionnements-là. Voilà. Donc tu écris ce bouquin. Et donc j'écris un livre qui explique un peu de manière assez sérieuse pourquoi les nouvelles tendances dans lesquelles on est, le téléphone portable qui arrive, le Minitel, encore à l'époque, il n'y a pas d'Internet, mais le Minitel était quand même déjà bien implanté en France. Et donc comment tout ça pourrait changer notre manière d'acheter et de travailler. Et de là, j'ai écrit ce livre-là. Et
Ça n'intéresse aucun éditeur, hein, sur la vente directe, tout le monde s'en fout, mais je sais qu'il y a des centaines de milliers de distributeurs en France et des millions dans le monde. Et je me dis, les sociétés qui fonctionnent comme ça seront peut-être intéressées. Il y a du potentiel. D'avoir de la documentation un peu sérieuse et bien étayée, avec un argumentaire qui tient la route. Et donc, j'ai créé ma maison d'édition. Pour le publier moi-même. Et, voilà. Et là encore, coup de génie, voilà, parce que premier bouquin édité, 200 000 exemplaires, ce qui est phénoménal. Voilà, pour quelque chose qui devait être à peu près confidentiel. C'est complètement niche, mais voilà. Mais j'avais pressenti qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-dedans. Et si je dis que c'est grâce à ce bouquin que tu fais tes premiers pas sur scène, est-ce que je suis dans le vrai? Oui, tout à fait, parce que c'est là où j'ai commencé à parler en public, j'ai appris à commencer à parler en public et tout ça, sur ces thèmes-là, mais j'ai été à Bercy devant 12 000 personnes, dans des stades aux États-Unis, en Espagne, en Italie, un peu au Portugal, enfin partout, dans des stades où il y a 6, 7, 8 000 personnes et tout ça, donc c'est là où j'ai... vrai ou faux, tu as fait, alors tu m'as parlé de 12 000, mais moi j'ai vu que tu avais même fait parfois devant 15 000 personnes, ça c'est le maximum que tu aies pu faire, tu étais seul sur scène. Oui, mais enfin, c'est pas moi qui amenais les gens, hein, les gens venaient pas pour moi, c'était dans le cadre des grandes réunions des entreprises. Comment tu te sens quand tu es devant 15 000 personnes, ce n'est pas du tout ton métier, parce qu'à l'époque tu n'es pas comédien du tout, et que tu passes devant 15 000 personnes, ça doit être sacrément impressionnant quand même. Mais en fait, c'est moins impressionnant devant 15 000 personnes que devant 10. Et ça, je l'ai appris aussi. Et c'est là où je me suis rendu compte, quand j'ai commencé Mars et Vénus après, où j'étais dans les petites salles, en fait, les petites salles sont beaucoup plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on a le retour direct des gens. Dans 15 000 personnes, de toute façon, il y en a qui vont rire. De toute façon, il y en a qui vont applaudir, etc. Donc les réfractaires sont noyés dans la masse. Alors que quand on est peu nombreux, on voit les réactions, on subit ici, et les réactions sont nettement plus directes et immédiates quand il y a peu de monde que quand il y en a beaucoup. Donc là, on est en 95, tu as déjà une belle activité, alors non pas vraiment de vente directe, mais de conférences. De conférenciers, donc dans toutes les sociétés de vente directe. Voilà. Et là, il va y avoir un tournant dans ta vie. Tu vas aller assister toi-même à une conférence, c'est un stage de motivation. D'abord, qu'est-ce que c'est ce stage de motivation ? C'est un stage sur le leadership, où on fait des trucs un peu particuliers aussi, on marche sur des braises, et donc sans se brûler les pieds. Tu vois, les pieds sont encore intacts. Non, tu vois, sont donc, nickel. Ils ont fait 30 mètres sur du charbon, donc sur des braises. Pour de vrai ? Pour de vrai, c'est vrai, tout à fait. Ça les maintient en forme. Et donc, et tous les soirs, il y a des intervenants qui viennent parler de tout plein de sujets. Il y a notamment Deepak Chopra qui fait dans la méditation et des choses comme ça. Ouais. Et puis un soir, il y a John Gray qui vient parler des relations entre les hommes et les femmes. Et on est en 96, son bouquin n'est pas encore traduit en français, moi je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. A priori, je me dis, un truc sur les hommes et les femmes, moi, ça va être pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois, ça ne va pas correspondre à notre culture européenne. Puis moi j'étais marié depuis 3 ans à l'époque, je m'entendais très bien avec ma femme, pas de problème particulier, donc... Tout va bien. Je botte en touche, mais enfin, bon, je sais que c'est au programme, je suis un peu curieux, donc je vais quand même écouter ce qu'il avait à dire, mais je trouve aussi un peu réducteur de mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, parce qu'on est tous uniques et différents, tu vois, donc j'étais un peu dans ce mindset-là. Ouais. Et pourtant, quand j'entends John Gray, je suis scotché. Et même, tu m'as dit, tu es carrément bouleversé par l'intervention de John Gray. Qu'est-ce qui te bouleverse à ce point chez John Gray ? Mais ce qui me bouleverse, c'est de comprendre en fait au quotidien. J'avais déjà entendu parler, il y a beaucoup de Français qui parlent d'écrivains ou d'intellectuels ou quoi, qui parlent du yin, du yang, de l'anima, de l'animus. Enfin, ces polarités masculines et féminines, je connaissais, mais je ne parvenais jamais à voir comment ça se mettait au quotidien. Quelles étaient les implications quotidiennes de ces différences de fonctionnement-là entre les hommes et les femmes. Parce que c'était un peu théorique, philosophique, intéressant, mais il n'y avait pas de lien concret. Et là, avec John Gray, il y a vraiment un lien concret en disant, mais voilà pourquoi ce qui se passe, tac, 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 et ça me touche vraiment au plus profond. Et ça te la raison... à cause de ces blessures d'enfance que tu évoquais tout à l'heure. C'est quoi, alors, ces blessures d'enfance qui vont être ravivées quelque part par cette conférence ? En fait, il m'a touché parce que mes parents sont séparés à ma naissance, et jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne l'ai pas su.
En fait, mon père m'avait juste dit, ma mère m'avait dit, papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et donc j'ai grandi avec mon père qui venait passer le samedi après-midi, passer quelques heures et puis repartait travailler. Il travaillait beaucoup mon père parce que c'est ça. j'ai jamais passé de vacances avec lui ni quoi que ce soit et tout ça. Tu es en train de nous dire que tu as été élevé dans le mensonge pendant 13 ans. Dans 13 ans. Avec j'ai 3 grandes sœurs, 2 étaient au courant et ma petite grande sœur et moi n'étaient pas au courant. Donc on était vraiment il y avait les 2 grands, les 2 petits là-dedans. Là on voit l'album de famille en ce moment à l'image. Ce papa qui jouait de temps en temps avec toi, tu pensais vraiment qu'il faisait partie de la famille, mais en fait il était coupé. Il était plus là, il était quitté. Et donc c'était un secret un peu parce que ma mère sa mère lui avait dit chez nous on divorce pas, donc voilà. Donc et ma mère avait dit à mon père, écoute, tu viens voir les enfants quand tu vas à la maison, mais ils n'iront jamais chez toi. Je veux pas qu'ils voient ta femme, ta nouvelle, je sais pas quoi. Ta nouvelle copine. Tu vois un peu un nom. Voilà, t'imagines bien l'état de ma mère. Donc elle n'était pas spécialement à la portée dans son cœur. Et ton père a accepté. Et mon père a accepté ça. Tu lui en as voulu à ton père? Oui, à un moment, oui, je lui en ai voulu. Et j'ai fait tout un travail aussi, justement, de résilience là-dessus. En fait, et en grandissant, maintenant j'ai 4 enfants aussi et tout ça, donc tout ce travail dans l'enfance et tout, ça a été... Tu m'as dit, en préparant cette émission, que tu t'es toujours senti coupable de la séparation de tes parents. Oui. Pourquoi? Mais comme il est parti à ma naissance, tu vois, le lien, ou à peu près, le lien, c'était, c'est parce que je suis arrivé qu'il est parti, tu vois, c'est le film que je me suis fait dans ma tête. Comment tu as travaillé là-dessus pour te convaincre que tu n'y es absolument pour rien? En grandissant petit à petit, en prenant conscience que il est parti pour quelqu'un d'autre, c'est pas lié à moi et tout, mais ça demande un peu d'introspection et justement d'aller déjà prendre conscience que c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi, que j'avais construit ça. Ça me touchait dans ma confiance en moi, dans l'idée justement, toi, je voyais qu'il y a une partie de moi qui voyait quand même, quand j'étais petit, qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas normaux. Mais je sentais ou je pressentais que je ne pouvais pas poser la question pour ne pas embarrasser ma mère, tu vois, donc j'étais vraiment dans... Et donc c'est là où en fait je perdais un peu confiance dans mon intuition aussi, dans mon idée de... Oui, il y a des trucs que je ne peux pas voir, quoi, tu vois, c'était un peu... Qu'est-ce qui n'était pas normal par exemple et que tu n'osais pas dire? Un des trucs par exemple, on a... mon père avait des garages, vendait des voitures, il avait des garages. Et donc un jour, on va à l'entretien, pour faire la voiture de ma mère, on va... Et donc je vais avec ma mère à l'entretien, et puis on rentre chez nous. Et moi, dans ma question, je dis, si nous, on est capable d'aller chez mon père, au garage, à la maison, pourquoi est-ce que lui ne peut pas le faire le soir? Tu vois, on me dit qu'il travaille trop loin, mais non, c'est pas trop loin. Tu vois, moi, je l'ai fait, c'est pas si loin que ça. Tu vois, et c'est là où, petit à petit, je dis, mais je voyais bien que si je posais cette question-là à ma mère, je ne pouvais pas, quoi, je n'aurais pas pu le faire. Et donc, je fermais ma gueule en croyant ce qu'on me disait ou quoi. C'est un vrai traumatisme. Et quand tu vas voir John Gray, qu'est-ce qui te fait repenser à ça? Et alors, en entendant John Gray, je suis sûr qu'il y a une partie de moi qui dit, mais je vais sauver tous les couples. J'ai pas pu sauver mes parents, mais je vais sauver tous les couples de la Terre. Donc c'était vraiment quelque chose de très profond. Parce que c'est ça son propos à John Gray, c'est faire en sorte qu'on s'entende. Que les couples s'entendent bien, et voilà, et qu'ils sortent. Et puis surtout aussi, c'était en me disant, mais si ça peut aussi aider des enfants. Si ça aide les parents à être plus vrais dans leur relation, ça aidera aussi les enfants qui vivent dans ces environnements-là à être dans un environnement plus serein aussi, en tout cas plus serein que ce que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune. Donc il y a aussi une motivation de réparer mon enfant aussi. Oui. À l'époque, j'étais marié depuis 3 ans, j'avais deux filles, donc j'étais vraiment encore entouré là-dedans aussi. Et comprendre Mars et Vénus, ça a changé ma vie de couple aussi, et avec mes enfants aussi, notamment de comprendre que quand le féminin a besoin j'ai l'image de ceux qui ont descend sa vague, tu vois, le féminin, il y a des hauts et des bas, parfois tout va bien, la vie est belle, c'est merveilleux et tout ça, puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Et comment est-ce qu'on va le voir, ce changement-là? C'est parce qu'elle va commencer à dire, il n'y a rien qui va, c'est toujours la même chose, tu fais jamais rien, enfin toujours le truc. Le portrait devient très noir. Voilà. Et donc, la grande erreur que font les hommes, c'est qu'ils pensent qu'ils vont couper la vague, en fait, ils vont essayer d'apporter une solution.
ou en essayant de rassurer leur femme. Mais non, ça va bien, vois le côté positif des choses, c'est pas si grave que ça ira mieux demain, ou bien mais il suffit de faire ça et ça et ça, et puis après le problème est réglé. Et en fait, elle n'a pas besoin de solution et tout ça, elle a juste besoin d'une écoute empathique à ce moment-là. Et sans qu'on lui amène une solution. Et pour moi, comprendre ça, et savoir aussi que quand elle descend cette vague et qu'elle me dit tu fais jamais rien ou des trucs comme ça, elle n'est pas en train de me critiquer, c'est juste l'expression d'un ressenti du moment. Et l'idée, c'est pas que j'aille lui dire mais oui, j'ai fait ça la semaine dernière, on s'en fout de ce que j'ai fait. On fait pas la liste de ce qu'on a fait. Pas la liste de ce qu'on a fait, on n'a pas fait, c'est pas le sujet. Et donc, juste être là, écoutez, j'entends ce que tu dis, et sans rien apporter. C'est incroyable. Enfin, moi, ça a changé ma vie de comprendre ça, vraiment. Et c'est ça que j'ai eu envie de le partager autour de moi après. Voilà. Et tu as d'abord été demander son autorisation à John Gray, puisque après cette conférence, tu vas chercher à le connaître, à le rencontrer. Et là, le courant passe bien entre vous ? Oui. Mais d'abord, donc, j'entends ça, je suis complètement bouleversé, je te dis, puis j'achète tous les livres et les cassettes, et puis j'écoute tout ça en boucle pour potasser vraiment le sujet. Et je me dis, j'ai vraiment envie de diffuser ces idées en français. Je trouve ça génial. Enfin, moi, ça m'a tellement touché. Et dans les autres conférences que je faisais, j'en parlais un petit peu, et puis je vois que les gens sont aussi intéressés. Ils rigolent aussi, ils se marrent, et donc ils se disent, tiens... Et là, je me dis, je vais aller plus loin avec ça. Mais tu vois, mais le bouquin n'est pas encore traduit en français à l'époque, donc je ne suis pas en train de me dire, tiens, il y a un livre à succès, je vais surfer là-dessus ou quoi, pas du tout. Hein. C'est un truc qui vient de moi, de profond. Je me dis, je le sens vraiment comme un appel. C'est peut-être un peu particulier, mais c'est vraiment comme Parce que ça, cette conférence, tu l'as entendue en anglais, le livre est en anglais, et toi, John Gray va te prendre un petit peu à la bonne, et il va te demander même de superviser à un moment la traduction en français de ce livre. Et donc, en fait, je le recontacte à un moment en lui disant j'ai envie de diffuser ces idées en français, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas ? Et puis, quelqu'un de son staff me recontacte et oui, tiens, tu peux venir aux États-Unis, il y a une formation et tout, justement, on organise des formations et tout ça. Donc, je retourne aux États-Unis pour me former auprès de lui et pour commencer à animer des séminaires de communication, en fait, sur ce thème. Sur ce thème, qui s'appelle, comme le livre, Les hommes viennent de Mars. Les ateliers Mars-Vénus, j'avais appelé ça mes ateliers Mars-Vénus. Et donc, je commence mes ateliers, et donc, le bouquin est traduit, donc je mets mon nom au dos du bouquin en français, et donc c'est comme ça, petit à petit, que les gens vont prendre connaissance qu'il existe des ateliers, tous ceux qui ont aimé le bouquin, et puis le bouquin connaît un succès incroyable en France aussi, comme partout dans le monde. Il s'est vendu à 50 millions d'exemplaires, c'était un livre, c'est un succès incroyable. Et donc... Là, il y a des gens qui commencent à venir, et donc je commence mes ateliers de communication. Mais une partie de moi, tu vois, je suis pas thérapeute, je suis pas psy et tout ça. Donc, alors comment tu fais avec ces couples je me positionne vraiment sur la communication. Tu vois, je veux pas rentrer justement dans les blessures du passé et tout ça. C'est pas mon domaine. Moi, je veux vraiment sur les relations de couple et sur la communication dans le couple et les erreurs de communication. Quoi. Exemple de ce que tu pouvais leur donner comme situation qui va parler à tout le monde. Là. Mais comme par exemple quand souvent le mec rentre chez lui, le visage un peu fermé, il a l'air tracassé. Sa femme perçoit immédiatement qu'il a des problèmes. Et donc, elle, quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut en parler. Donc, comme elle ne comprend pas qu'on est différent, elle se dit, donc, il va parler, puis il ira mieux. Et donc, plus elle va essayer de le faire parler, plus il va se taire. Il va se renfermer. Il va se renfermer. Et donc là, elle est très inquiète parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il soit tellement fâché contre moi qu'il ne veut même plus parler ? Parce que quand deux copines ne se parlent pas, c'est qu'elles sont fâchées. Tu vois, donc elle interprète le silence de son homme comme quelque chose qui est dirigé contre elle. Oui. Et c'est ça qui l'inquiète. C'est pas le fait qu'il soit dans sa... Enfin, toi qui ne parle pas, c'est le fait qu'elle se dit, mais... Il partage pas. Il partage pas parce que il ne veut pas partager avec moi. Ouais. Et surtout que très souvent, le truc qui arrive à un grand classique, c'est que tu peux avoir un mec, il est visage fermé et tout, puis il a des amis qui arrivent à l'improviste, et là, tout d'un coup, grand sourire, il est tout sympa pendant 2 heures avec tout le monde qui est là. Et ça énerve beaucoup. Et ça énerve l'autre, il dit, mais pourquoi il est sympa avec tout le monde, sauf avec moi ? Et donc, évidemment, elle est encore 3 fois plus en colère. Elle se dit, ben voilà bien la preuve que c'est lié à moi, quoi. Sinon, et en fait, donc j'apprenais, mesdames, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste parce qu'avec tous les autres, il est obligé de montrer comme il est grand, comme il est fort. Mais dans la relation, de temps en temps, il a juste besoin. Et nous, sur Mars, on n'aime pas trop parler de nos problèmes. Tu vois, ça fait partie de nos caractéristiques. Comme le féminin a besoin de parler de ses problèmes pour avancer dans sa réflexion, le masculin, lui, sur Mars, il n'y a jamais de problème. Voilà. Et il répond à ses problèmes
problème tout seul. Tout seul, surtout. il essaye de résoudre. Ouais. Et donc sur Mars, il n'y a pas de problème, parce qu'un problème passé est passé, donc c'est plus la peine de revenir dessus. Un problème présent, j'essaie de le résoudre tout seul, donc j'en parle pas. Et un problème futur, bon, on verra bien s'il arrive dans le futur, mais c'est pas la peine de commencer à scraper le chignon pendant des heures pour savoir ce qui pourrait se passer dans 5 ans quand on n'a pas encore tous les éléments en compte pour prendre une décision. Voilà. Donc, et tes sur Mars, tout va ateliers, bien. ils fonctionnent à tel point que au début des années 2000, tu vas avoir un énorme coup de boost avec une émission de télé qu'on connaît bien, qui marchait très très bien à l'époque, des millions de spectateurs, c'est Envoyé spécial. Envoyé spécial. Ils viennent te voir. Comment ça se passe au début? La journaliste était un peu suspicieuse au départ. Mais au début, l'idée d'Envoyé spécial, c'est quand même d'aller. C'est un peu comme complément d'enquête, quand même, parfois aussi, où c'est aller déterrer des scandales, enfin, essayer de trouver les trucs. Il y a plein de scandales. Je ne suis pas en train de dire que tout est magnifique, mais l'idée vraiment de base, c'était de dire ce John Gray, c'est qui? Un business avec ses bouquins. Il y a un site internet qui commence où il vend des produits bizarres, mais mignons. Mais revenons à cette journaliste-là. Elle est suspicieuse et tu vas réussir à la retourner à un moment, vraiment? Mais enfin, je ne sais pas que je l'ai retournée, c'est qu'elle s'est retournée toute seule, heureusement, parce qu'elle a vu la sincérité de ma démarche, en fait. Et elle a eu contact avec des gens qui étaient venus à mon atelier, qui lui ont dit, mais non, c'est pas du tout ce que vous imaginez, ce que vous pensez, il n'est pas du tout dans cet esprit-là. Parce qu'évidemment, vu de l'extérieur, tu peux te dire, tiens, c'est qui ce gars qui n'a pas de formation de thérapeute et tout, qui lance des ateliers de communication, ça peut être charlatanesque un peu. Hein. Elle te prenait un peu pour un gourou. Un peu, voilà, ou pour un type qui veut un peu profiter de la faiblesse des gens qui ont des difficultés de couple et leur soutirer le plus d'argent possible. Et dans ce reportage, tu vas être très ému par le témoignage d'un enfant de 12 ans. Tu peux nous expliquer ce qui t'émeut dans le témoignage, donc, ce que la journaliste a fini par faire, c'est qu'elle a été interviewée des gens avant, pendant et après l'atelier. Donc elle est retournée chez eux 15 jours après en disant, voilà, quelles ont été les suites, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez mis en pratique, justement la grotte et tout ça, ou le fait de ne pas parler, que le mec ne parle pas et tout, comment est-ce que vous l'avez appliqué chez vous et tout. Et là, donc, il y a, dans le reportage, je l'ai découvert à la télé, j'avais parlé, mais il y avait un couple avec 2 enfants de 12-13 ans et le petit enfant, et donc la journaliste lui demande, tiens, comment ça se passe depuis que tes parents étaient à l'atelier et tout. Il dit, c'est chouette parce que maintenant ils s'engueulent beaucoup moins et tout, et j'ai moins peur. Ouais. Et ça résonne en toi. Ça résonne incroyablement, tu vois. Pour moi, c'était vraiment c'est toute ma motivation, toi, d'essayer que les enfants soient dans un environnement serein, quoi. On a tous vécu notre traumatisme d'enfance et tout ça, mais c'est vrai que maintenant, je suis vraiment très sensible à la violence qu'on peut subir quand on est enfant, la manière dont les parents peuvent parler à leurs enfants et tout ça. C'est tout ce que le mal-être des parents qui va ressurgir sur les enfants et tout. Toi, les parents qui en ont marre de leur boulot et tout, et qui rentrent, qui sont énervés, qui gueulent sur leurs enfants et tout. Donc voilà, c'est tout cet environnement-là. Je me dis, tiens, s'il y a moyen de faire un petit truc. Voilà. Puis, et c'est pour ça aussi que tu travailles. C'est utopique aussi. Ouais, mais c'est très chouette et c'est pour ça aussi que tu travailles sur ces couples, parce qu'en ricochet, il y a des enfants. C'est ça, parce qu'il y a des enfants derrière. Alors tu vas vraiment avoir beaucoup d'activités dans ces années 97, 98, 2000, parce qu'en plus de ces ateliers de couple, tu vas écrire un bouquin dans les années 97, je crois, qui s'appelle La parabole du barrage. Et ça va te faire rencontrer quelqu'un que tout le monde connaît sans vraiment le connaître, parce qu'on va faire ses courses souvent chez ce monsieur. C'est le patron du groupe Auchan, Darty, Decathlon, Feu Vert, etc. C'est Gérard Muliez. Comment tu vas le rencontrer, Gérard Muliez? Quand j'écris cette parabole du barrage, l'idée, c'est avec tout ce que j'avais écrit dans la vente multiniveau en Europe, en fait, toutes les tendances que je mettais en avant là-dedans, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, ça pourrait intéresser des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la vente directe, mais par l'évolution du monde. Et donc, en fait, je sors un peu tous les trucs spécifiques de la vente directe et je construis une image d'un barrage, d'une rivière et d'un lac sur lequel on est, et la transition dans laquelle je pense qu'on est en train de rentrer. Et mon éditeur envoie ce livre à plein de quelques chefs d'entreprise français comme François Michelin, Gérard Respaliou, qui était le patron d'Accor à l'époque, quelques grands patrons, et Gérard Muliez. Et moi, en faisant la dédicace des bouquins, j'avais eu mon numéro de téléphone, parce qu'il n'y avait pas encore d'email ou d'internet ou quoi. Donc, et là, et je me souviens, on était à table à la maison un soir, et donc téléphone fixe qui sonne,
Et là, ma femme me dit, mais qu'elle ne connaissait pas, elle dit Gérard Mullier. Moi, je tombe de ma chaise à peu près, en me reculant. Et il me dit, j'ai lu votre bouquin, j'adore, c'est vraiment très chouette et tout ça, il faut vraiment qu'on se rencontre et tout. Et donc, je l'ai rencontré plusieurs fois, donc c'était un vrai truc. Et il m'a fait rentrer dans un réseau de chefs d'entreprise dans lequel j'ai fait énormément de conférences. En fait, tu vois, et c'est le hasard de la vie, tu vois, qui font... J'ai pas de plan de carrière, tu vois, c'est ça qui est assez... et donc, tu vas devenir expert de l'APM, c'est l'Association pour le progrès du management. Ouais. Donc tu vas leur faire des conférences. Et là-dessus, je vais faire des conférences sur le couple. En fait, c'est marrant parce que c'est avec cette parabole du barrage, je fais deux, trois trucs, mais vraiment, ça m'ouvre la porte vers l'expertise des relations entre les hommes et les femmes en entreprise. Ouais. Mais c'est quoi la parabole du barrage ? Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit, on va construire un barrage sur la rivière de la vie pour qu'on puisse vivre protégé des courants et des rapides, de l'insécurité. Et c'est comme ça que tout soit calme. Que tout soit plus calme. Parce qu'on a vécu un tel traumatisme, c'est assez logique qu'on a envie d'un peu de sérénité et surtout d'une meilleure garantie du lendemain. Et c'est comme ça qu'on a construit la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'assurance chômage, tous ces grands systèmes, ce modèle social qui était construit, qui était destiné en fait à nous protéger des aléas de la vie, en fait. Et grâce à la croissance économique, le niveau du lac est monté très très vite. Et la bonne nouvelle, c'est quand le niveau d'un lac monte, la surface augmente, et donc on a eu de plus en plus de place. Et petit à petit, pendant ces 30 glorieuses, ce besoin de sécurité et de garantie du lendemain s'est transformé en une course à la consommation la plus folle. Celui qui aurait la plus belle voiture, la plus belle maison, puis on a acheté... Et comme le niveau du lac montait, il y avait de l'argent pour de la place pour tout le monde, on est devenu de plus en plus confortable à transformer son kayak en barque, en fait. Avec tout le confort moderne, la machine à laver, le frigo, le truc, tout le truc. Et donc, et la vie s'est transformée en fait ça n'a plus été une expédition où on essaie de trouver son chemin dans les méandres de la rivière. Ça a été en fait, on est protégé par le barrage et on va essayer de grossir le plus et d'avoir la barque la plus confortable possible et la parcelle la plus grande possible, grâce à la sécurité de l'emploi et tout ce qu'il y avait là-bas. Et donc ça a bien fonctionné, jusqu'en 1973 où il y a eu le premier choc pétrolier, première brèche dans le barrage. Et depuis 50 ans, en fait, maintenant, le niveau du lac, il n'est plus du tout en train de monter, il est plutôt en train de descendre. Et donc, on est de plus en plus nombreux sur une surface qui se rétrécit. Et ça crée toutes les anxiétés que l'on voit aujourd'hui. Les gens aussi qui se sentent en prison, parce qu'à un moment donné, tu vois, le barrage, c'est chouette, mais tu te sens un peu prisonnier là-dedans. Tu attends de mourir, mais tu ne sais pas quoi faire. Enfin, il manque quelque chose. Enfin, le sens que tu as à la vie et tout ça, tu l'as plus là-dedans. Et donc, c'est très anxiogène. Et moi, l'idée que j'ai développée il y a 30 ans, mais que je développe toujours encore maintenant, c'est toujours de dire, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la rivière continue toujours à couler en bas du barrage. Et qu'aujourd'hui, plutôt que de rester anxieux sur ce lac qui devient de plus en plus vaseux et nauséabond, il y a peut-être une possibilité, c'est de reprendre son kayak pour repartir dans la rivière. Et c'est pour moi toute l'idée du kayak, en fait, et de la rivière aujourd'hui, et de mon barrage, en fait, c'est de dire peut-être qu'il serait intéressant de réinverser cette pyramide, de repartir de soi, plutôt justement d'être centré sur soi. Parce que de toute façon, on sait bien que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc on voit bien que c'est la relation entre soi est la base. De là, on trouve des relations. Et puis, la sécurité ou l'argent devient une conséquence, mais n'est plus un but. Tu le dis très très bien. Et donc tu inverses cette pyramide de Maslow. On commence d'abord par être bien, et ensuite avoir un bon entourage, et ensuite seulement se dire j'ai besoin d'un peu d'argent, mais pas d'abord de l'argent, ensuite des relations, et après moi. Parce que tu vois, aujourd'hui, je crois que le monde est en train de mourir parce qu'on a mis, ce sont les financiers qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça, alors il y a plus, c'est comme ça qu'on met du cheval dans la lasagne de bœuf, c'est comme ça que Lance Armstrong se dope pendant 10 ans au Tour de France. Enfin, s'il n'y a pas d'éthique personnelle, il n'y a plus de barrière. Enfin, on peut faire, c'est des migrants qui sont entassés sur des bateaux pour que les passeurs gagnent de l'argent. Enfin, c'est la drogue, c'est tout ce qu'on veut, quoi. S'il n'y a plus ce socle-là, et maintenant on est en train de perdre ce socle, et c'est là où on est dans un changement de société, parce qu'en même temps, il y a des nouvelles générations aujourd'hui qui recherchent de nouveau ce socle-là. Et donc tu as bon espoir qu'on retrouve cette rivière qu'on va suivre, plutôt que ce barrage qui ne... Il y a les deux. Je ne sais pas combien de temps les mondes vont cohabiter, mais je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Et tu vois, il y a un truc qui est marrant, tu vois, justement par rapport au changement sociétal dans lequel on est. Peut-être qu'on va aller dans un monde qui est moins confortable, mais ce n'est pas pour ça qu'on va être moins heureux.
Et l'exemple que j'aime bien, c'est dire, c'est vrai qu'un vélo électrique, c'est moins confortable qu'un gros 4x4, mais aujourd'hui, tu peux te balader à vélo dans Marseille, t'es peut-être plus heureux aussi que de te balader dans les bouchons et les trucs et tout ça, toi. Donc, c'est tout ce changement, en fait, de se rendre compte que ce qui était tendance, aujourd'hui, peut-être ne l'est plus. Alors, écoute, on pourrait t'entendre pendant des heures, mais il faut qu'on avance sur ton parcours. Parce que grâce à ce discours que tu as, justement, pour ouvrir un petit peu les gens sur le fait de reprendre son kayak et de partir un peu plus à l'aventure, tu as beaucoup de conférences, tu travailles 7 jours sur 7, tu continues à faire tes ateliers de couple. Alors, comment tu vas transformer le conférencier que tu es en comédien ? C'est une rencontre, là aussi, ça se passe à Avignon, on est en 2004, et c'est une journaliste qui te met la puce à l'oreille. Je fais mes conférences, et beaucoup de temps, les conférences, les gens rient, ils se marrent et tout. Et les gens souvent me disaient, j'aimerais bien que mon mari entende ça, ou ma femme, ou mes enfants, etc. Et là, il y a cette ancienne journaliste qui me dit, il faudrait que tu fasses du café-théâtre, parce que j'ai autant ri qu'un café-théâtre aussi, ton truc. Et alors, comment tu vas mettre ce spectacle sur les rails Et alors, je faisais de la radio à l'époque sur France Bleu Provence. Parce que dans tes changements de vie, il y a eu ça aussi. Tu étais animateur de radio. Tu faisais une émission bien-être aussi. Une émission bien-être au cœur de vos émotions, ça s'appelait. Et c'est grâce à la radio, finalement, et à la tu vas radio, faire ta et moi je première parle de scène. mon projet à tout le monde et tout. Et puis donc là, il y a le directeur des programmes qui me dit, tiens, on est en contact avec le Quai du Rire. Si tu veux, je te le présente. Et donc voilà. Et puis de là, et puis le directeur du Quai du Rire me dit, moi, un humoriste, moi, t'es pas humoriste et tout, t'as 45 ans et tout ça, je t'ai pas connu. Bon, pourquoi pas, mais il faudrait que tu commences par faire 10 minutes avant le spectacle du soir. Tu fais 10 minutes pour voir si ça prend. Et moi, je dis, mais non, c'est pas un truc de 10 minutes, j'ai pas 10 minutes de drôle, c'est pas des blagues, c'est vraiment un truc qui est construit. Enfin, ma conférence, elle est construite comme ça. Et il dit, si tu veux, il y a 4 mercredis au mois de mai, c'est les Coupes d'Europe de foot et tout ça, donc il n'y a personne qui va au théâtre. Qui va au théâtre. Donc le théâtre est libre, si tu veux, tu loues les 4. Et il dit, ok, je loue les 4 mercredis du mois de mai, on était en 2006. Et donc je loue ces 4 soirs-là. Voilà. Et on va voir comment maintenant tu passes de mai 2006 avec une petite salle de 100 places à peine, 70 places, à mai 2007 devant 6000 personnes pour ce même spectacle. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Tu rencontres un producteur. Et alors, il se trouve que ce producteur, vraiment, tu dois avoir une bonne étoile, il habite à 2 pas de chez toi. Comment tu le rencontres ? On faisait des petits travaux, on refaisait une salle de bain chez nous à la maison. C'est un directeur des travaux belge qui était dans la région depuis des années. Dans la région d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, parce qu'entre-temps, tu habites Aix-en-Provence. Et je lui en parle à lui. Le directeur des travaux, pourquoi est-ce que je lui parlais de mes trucs ? Voilà, parce que j'en parle à tout le monde, je filtre rien. Et il me dit, c'est marrant parce que je fais des travaux à 5 minutes de chez toi, il y a un producteur belge qui habite Aix-en-Provence aussi, et qui fait des travaux dans sa vie. Je m'occupe aussi de ses travaux chez lui. Si tu veux, je te mets en contact un jour avec lui. Et donc on a dîné ensemble et tout, donc c'est très marrant. Et c'était un grand producteur parce qu'il produisait notamment à l'international, Charles Aznavour par exemple. À l'international, oui. Et lui, au début, il me dit, justement, moi, je suis dans les gros trucs et tout. Moi, lancer des artistes, c'est pas mon truc, je sais pas comment faire et tout. Donc, ça reste un peu lettre morte comme ça, tu vois. Mais donc je continue ma route aussi, tu vois. Il y a une piste et puis une autre, et puis j'explore tout. Et quand j'ai le Quai du Rire, je l'invite quand même, il vient voir. Et puis donc là, quand il voit le truc, il dit, ah oui, c'est quand même, il y a quand même un truc à faire là-dessus. Et donc c'est là où on trouve alors un metteur en scène, et puis une salle à Paris, et puis et un metteur en scène, justement pour vraiment créer vraiment changer une conférence en faisant un spectacle où j'ai ma blouse de prof avec la vidéo derrière, des lumières. Donc on met un peu de... Donc tu transformes ça en spectacle avec un personnage de scientifique qui vient expliquer... Je suis un prof qui vient expliquer les relations et je propose un permis de couple. Okay. Mais pas un permis pour se retirer des points, un permis pour gagner des points. Tu vois. D'accord. C'est une séance de récupération de points, 4 points en une soirée. Tu peux pas... c'est bien moins cher que le psy. et c'était pas remboursé par la Sécu, mais ça aurait pu. Non, ça aurait pu. Il y a plein de gens qui m'ont toujours dit tu devrais être remboursé par la Sécu. Ouais. Comment on passe de mai 2006 dans une petite salle de théâtre à Marseille à mai 2007 dans une grande, mais vraiment grande salle, 6000 spectateurs. Un bouche à oreille incroyable. En fait, on n'a jamais vu. Les gens du métier ont dit, en fait, c'est un ovni. Ton truc, c'est un ovni. Ça s'est jamais
Ça s'est jamais fait. C'est cette combinaison, le bouquin est connu, enfin, le bouquin a beaucoup de connu, donc les gens connaissent le titre et tout, donc on voit les affiches Mars et Vénus, donc tu sais un peu tu sais à quoi t'attendre, mais il y a aussi un bouche-à-oreille de dingue où les gens disent il faut que tu ailles voir ça, les amis, dans les dîners et tout. Enfin, tu vas faire les plus grosses salles, tu vas faire l'Olympia à Paris, tu vas faire le Zénith, tu vas faire... J'ai joué 7 ans, tu vois, au gymnase à Paris. Ouais. Et là, le directeur du théâtre qui vient de mourir maintenant, à son âme, Jacques Bertin, qui dirigeait ce théâtre depuis 40 ans, il me dit j'ai connu trois vrais succès dans mon théâtre, Coluche, Luron et toi. C'est un beau compliment. C'est très sympa, sauf que personne ne me connaît, je m'en fous. Mais oui, alors c'était assez mignon. C'était ça aussi. Pour te dire, c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est juste te dire que c'était totalement dingue, quoi. Tu as fait 2 millions de spectateurs avec ce spectacle, et tu viens de le dire, sauf que personne ne me connaît. Et tu expliques ça comment? Parce que le Luron, Coluche, on connaît. Ils ont fait des millions de spectateurs aussi dans leur salle. Tu as fait pareil. Et les gens te connaissent moins. Mais parce que je ne suis pas passé à la télé, parce que c'est pendant des années le même spectacle. Donc, tu vois, les journalistes, à un moment donné, ça va, on en a parlé, c'est bon. Il y a un côté aussi où... Tu vois, je suis quand même dans une période où parler des différences entre les femmes et les hommes et tout, parfois c'est mal compris parce qu'on imagine que je veux mettre des gens dans des cases, justement à l'heure de l'égalité entre les femmes et les hommes et tout. C'est trop binaire et genré, c'est ce que tu veux dire. Il y a peut-être aussi une petite résistance par rapport au fond, si on ne va pas le voir, et je peux le comprendre. Tu vois, moi j'étais le premier à me dire au départ, c'est un peu binaire quand même de mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Alors que je le fais absolument pas, tu vois, c'est pas du tout l'idée. Et j'imagine que tu as beaucoup de relations avec ton public par les réseaux sociaux, par ton site internet pauldevendre.com. Moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est si tes parents ont connu ton succès et si tes parents ont été fiers de toi, l'enfant qu'il fallait réparer. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Quand j'ai commencé dans la vente directe, la compagnie aérienne, mais magnifique, mon fils et tout, génial et tout, pas de problème. Après, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Moi, je sais plus très bien, et donc elle était un peu embêtée et tout. Quand j'ai commencé les ateliers, ça allait, mais c'était ça. Mais évidemment, et puis quand j'ai fait des JT, quand j'ai fait des articles de journaux et des trucs comme ça, évidemment, très fier. Tu es revenu en grâce. Tu as eu l'impression qu'à un moment, elle a été très fière de toi, puis après un peu moins fière de toi. Oui. Quand j'étais petit, parfois j'étais en colère contre ma mère. Et quand j'étais en colère contre ma mère, en fait, je me sabotais à l'école en ayant plus ou moins exprès des mauvaises notes parce que je n'avais pas envie qu'elle soit heureuse grâce à moi. Je me suis rendu compte que je me sabotais d'abord moi. Et s'il était content, tant mieux. Mais en fait, je n'allais pas continuer à vivre ma vie en fonction de est-ce que ça va rendre ma mère ou pas furieuse ou pas furieuse. Il faut dépasser, à un moment donné dans sa vie, c'est important de dépasser ce stade-là. Tu peux dire que tu es complètement réparé aujourd'hui ? Je me suis encore réparé récemment, encore un petit peu plus. Parce que tu sais, tu parles de couple et depuis tout à l'heure, je ne t'ai pas posé la question. On dit souvent que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Comment ça s'est passé en couple pour toi au cours de ces années ? Je t'ai dit, ça a changé ma vie de comprendre tout ça. On a eu 4 enfants géniaux. Ils sont maintenant ils sont vraiment incroyables et tout ça. Mais ma femme s'est barrée il y a quelques années. Donc ça, c'était quand même assez particulier, justement, où je me suis posé des questions. Est-ce que je me sens encore légitime de parler de tout ça et tout. Toi qui donnais des conseils, au final... conseils sur l'idée, et en même temps, c'est pas toujours possible de continuer à vivre ensemble, toi, c'est pas... Et ça n'a rien à voir, en fait, avec ce que je raconte sur scène. Mais il y avait quand même une partie de moi qui était quand même un petit peu... Et puis maintenant, j'ai retrouvé une chérie toute mignonne et tout ça. C'est Elisabeth, c'est ça ? Elisabeth, voilà. Bon, donc plutôt heureux dans ta vie aujourd'hui. Oui, non, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est un parcours aussi... Tous ces événements-là, l'idée, ou bien tu rejettes la faute sur l'autre, ou bien tu vas chercher un peu en toi qu'est-ce que ça provoque en toi et tout. Et donc, c'est ce chemin-là. Enfin, moi, j'adore les relations humaines, en fait. Moi, je trouve que c'est ça. Il n'y a rien de plus passionnant dans la vie, de connaître vraiment les gens, leur parcours, leurs histoires et tout, et de pouvoir parler de tout ça. C'est pour ça que j'adore ce moment avec toi ici, c'est ça où on est vraiment, mais bien sûr, et là on a une vraie relation humaine. Alors je ne vais pas te laisser partir sans te poser 2-3 questions auxquelles tu as les réponses puisque tu en parles dans ton spectacle. Phrases types qui peuvent être interprétées d'une façon très différente par un homme ou par une femme. Est-ce que tu en aurais une ? Ça peut être par exemple
exemple, la femme qui rentre dit oh, j'en peux plus de ces bouchons, j'ai mis 3 heures pour rentrer à la maison. Et son mec à côté dit mais non, t'as pas mis 3 heures, tu m'as téléphoné à 6h10, t'es arrivé à 7h, t'as mis 50 minutes. Pourquoi tu dis 3 heures quand c'est 50 minutes? Pourquoi t'exagères? Oui, Ok. Et donc en fait, elle n'exagère pas, on ne parle pas de la même chose. En fait, le masculin, quand il parle, il donne une information, il est factuel, alors que le féminin partage un ressenti. Est-ce qu'elle veut exprimer, c'est tu t'imagines l'état d'énervement dans lequel j'étais. C'est comme si j'avais mis 3 heures, on s'en fout du vrai. Je ne t'explique pas combien de temps j'ai mis, je m'en fous, je veux te partager l'émotion que ça a engendré chez moi. Tu vois, donc ça, c'est un des... Ok, ça c'est entendu. Quelles sont les principales sources de désaccords, de malentendus dans le couple, et qu'on peut gommer assez facilement? Mais un des trucs, ça peut être, par exemple, toi, souvent, un homme peut être assez attentionné au début de la relation parce que il veut montrer qu'il est amoureux de sa femme, de sa copine et tout, donc il fait plein de trucs. Et il ouvre la portière de la voiture très délicatement. Et tout ça. Bon, ça c'est peut-être parce que c'est la voiture qui est neuve. Hein, pas la il fait attention à la voiture. Il faut faire attention à la voiture parfois. C'est hyper macho. On parlera dans 2.0 si tu continues à voir l'homme comme ça. Non, mais et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, l'homme peut se dire maintenant, elle sait que donc on sort ensemble, tout va bien, et la logique masculine peut être maintenant, c'est bon, elle sait que je l'aime, à faire classer. Et comme il est un peu séquentiel, il va fermer le dossier Prince Charmant, il va ouvrir le dossier Bureau de travail pour participer au confort financier du foyer. Okay. Et là, sa femme m'a dit, mais c'est dingue, en fait, je viens d'engager mon mec pour qu'il soit là avec des petites attentions, et le lendemain, la signature du contrat, il n'en faut plus une. Ok. Donc là, ça, comment ça se corrige? C'est juste mais c'est penser... garder le focus, que les petites attentions, c'est pas juste pour montrer qu'on s'aime, les petites attentions, c'est au quotidien. Et tu vois, une petite anecdote, un des trucs marrants, c'est un jour, un homme me dit, maintenant je comprends pourquoi ma femme est un peu frustrée, parce que chaque fois qu'elle me demande est-ce que tu m'aimes, je lui réponds, tu seras la première personne informée quand ce ne sera plus le cas. Oh là oui, c'est très factuel. C'est très factuel. Si je suis là, c'est que je t'aime. Maintenant, arrête de te poser la question. Voilà. Et à celui-là, vous lui avez dit quoi? Qu'il fallait qu'il arrondisse un peu plus qu'il lui dise un petit peu plus. Voilà, il faut qu'il fasse un petit peu de travail sur lui. Et puis, comme il y a beaucoup d'humour dans ton spectacle et dans ta personne aussi, comment l'humour peut sauver une relation? On arrive à ça? Je pense, et c'est là ce que j'essaie, et c'est pour ça que c'est tellement chouette dans le spectacle, c'est que c'est aussi le spectacle est dans la salle parce que tu as les coups de coude, les gens qui commencent à se parler ou bien les petits coups de coude qui se donnent et puis ils se prennent par la main et tout ça, toi, parce qu'une troisième personne, il leur dit des trucs qui se disent, si c'est ton mari qui va te le dire, tu vas devenir dingue, mais si c'est un type sur scène qui te raconte le même truc, on en rit à deux, quoi, tu vois, donc c'est très catharsisant, je dirais, d'avoir quelqu'un qui le fait. Et l'humour, c'est très chouette justement parce que ça peut alléger. C'est des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas spécialement graves. Et justement, on pourrait les aborder avec un peu d'humour parce que j'ai plein de métaphores. Je parle de grottes, de vagues, de dauphins, de jardins, de cuiquis, de fait maison, de gastronomie. Enfin, il y a plein de métaphores. Et donc, les gens utilisent en fait ces métaphores-là aussi. Alors, tiens, je prends le dauphin. C'est quoi la métaphore du dauphin? La métaphore du dauphin, c'est parce que l'homme fonctionne comme un dauphin. En fait, tu sais comment on nourrit les dauphins dans les parcs aquatiques. Enfin, maintenant, il y a plus. On envoie des sardines. On envoie des sardines. Ouais. Et donc le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand, comme il est fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson. Oui. Bien, un homme, il saute. En fait, il va être ravi de faire tout ce que sa femme veut à partir du moment où il a du poisson. Okay. Et le poisson, c'est pas le sexe. Hein. Non, c'est pas ça. On a tous on est sur le lit et tout ça. Oui, non, non, mais c'est tous les petits mots. T'es fort, merci beaucoup, ça me fait plaisir, tu me rends heureuse. Enfin, des petits trucs comme ça, tu vois. Et souvent, les femmes se disent, mais non, je vais pas lui dire ça et tout ça. Enfin, elles sont un peu gênées de dire ça, mais en fait, nous, c'est ça qui nous nourrit vraiment dans la relation. Voilà. Écoutez, parce que moi, ça me parle beaucoup, ça. Donc, ça peut parler à pas mal de garçons. Et pas de critiques non plus. Tu vois, toutes les critiques en public que les femmes peuvent faire, etc., qui peuvent être blessantes pour un mec aussi. Ça. Les critiques en public, ça aussi, oulala, ça doit revenir très souvent dans les conférences, les ateliers et le spectacle. Voilà, très, très intéressant. Alors, on va terminer là-dessus, puisque aujourd'hui, tu travailles sur un spectacle 2.0, Mars et Vénus 2.0. Ouais, donc qui est en tournée pour le moment et tout ça. Oui, il y avait besoin de l'updater un peu. C'est quoi? C'est par rapport un peu au wokisme, où on se dit, tiens, il faut qu'on fasse peut-être Mars
c'est Vénus aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de choses plus actuelles? Je parle de relations homosexuelles, mais j'en parlais déjà avant. Mais surtout, c'est vraiment insister sur le fait que c'est pas les hommes et les femmes, c'est le masculin et le féminin qui est en chacun de nous. Et on voit quand même une évolution, notamment dans les tâches ménagères. Alors je sais que c'est pas encore égal et tout, mais on voit quand même. Je sais que moi, il y a 30 ans, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, j'étais le seul père. Maintenant, c'est quand même assez courant de voir des pères maintenant aux sorties qui vont chercher leurs enfants. Enfin, donc ça rentre quand même un peu plus dans les mœurs. C'est assez logique qu'un homme lance une machine maintenant dans sa maison, dans la maison et tout ça. C'est plus complètement un choc culturel comme ça pouvait l'être. Même faire un peu de repassage. Il y a quelques années, voilà, c'est pas. Ouais. Donc il y a quand même une évolution par rapport à ça. Je vais maintenant te parler d'un autre spectacle. Alors celui-ci, tu le joues à Bobino à Paris et puis en tournée dans toute la France. On peut trouver les dates sur ton site internet qui est pauldevendre.com. Et puis il y a un autre spectacle que tu as mis en place avec Ryan. Ça s'appelle Rassemble. Qui est Ryan? Qu'est-ce que c'est Rassemble? Alors, Rassemble, c'est un. Donc, j'ai rencontré, avec ma parabole du barrage, j'en ai fait une conférence spectacle, en fait, sur la version de la pyramide de Maslow. Et est venue dans le hasard de la vie, avec Elisabeth, connaissait une association qui s'occupe de jeunes, de réinsertion de jeunes. Et la directrice de la prison de la Valentine de l'EPM était venue le voir et elle m'avait dit, c'est génial, il faudrait que si tu pouvais parler de ça aux jeunes en prison, ce serait intéressant qu'ils arrêtent de penser que c'est la drogue qu'ils vont vendre, qu'ils vont faire, qu'ils vont être respectés, qu'ils vont être aimés. Enfin, et moi, j'étais très, très ouvert, mais je me dis, est-ce que mon discours va être adapté complètement à ce monde-là et tout ça. Et l'association m'a présenté, dans les discussions qu'on a eues, il y a Ryan qui était là, qui fait du rap et qui avait fait 4 mois de prison pour mineurs, 32 condamnations à 16 ans. Il a un bon petit parcours mignon. Et maintenant, il est totalement réinséré, tout ça. Il est adorable. Et en fait, on a écrit un spectacle à deux où je parle de son parcours, mais pas que de son parcours aussi. Je parle aussi du mien, justement, du sabotage de l'école, pourquoi, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on a deux parcours totalement différents, mais lui aussi, son père est parti à sa naissance, le mien aussi. Et donc, on se rend compte qu'en fait, au-delà de ce qui peut nous apparaître totalement, où on n'a rien à voir, en fait, il y a une humanité, un socle commun quand même qui nous unit, malgré tout ça. Et on a été le jouer, ça fait 1 an qu'on a démarré ça. On a été le jouer à la prison où il était incarcéré. On a été le jouer au palais de justice, à Marseille, devant les juges, les procureurs, devant les éducateurs, etc. Et donc on est en train de voir comment on peut aussi aller dans les écoles pour faire un peu de prévention, pour montrer aux jeunes que c'est possible de s'en sortir déjà, et aussi de l'importance de s'ouvrir, justement d'aller. Et peut-être qu'avec le témoignage de Ryan, c'est aussi ne pas entrer dans la machine infernale. Et d'essayer d'avoir un peu une petite réflexion. Et donc c'est vraiment, il fait du rap aussi, donc et c'est hyper touchant. Et ce spectacle, il tourne aussi un petit peu. Pas encore beaucoup. Pour le moment, on est dans les CEE, dans les centres éducatifs fermés avec les éducateurs et tout ça, mais j'aimerais bien aller dans les écoles. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des pistes pour qu'on puisse venir jouer ça dans une école, dans un collège, dans les quartiers, etc. On est on est dans le kayak et je ne sais pas où je vais avec ça. Mais on fait confiance, on en parle à tout le monde, tu vois, c'est pour ça que merci d'en parler. On en a dit un mot et on espère que le kayak va arriver à bon port. Le kayak va continuer. Mais j'en doute pas. Paul, avant de se quitter, on a une séquence traditionnelle dans cette émission, ce sont les questions de la table de chevet. Alors on va commencer par la première d'entre elles. Première question, pour t'endormir, c'est AirPods ou Boule qui est? Pour m'endormir, ça dépend. Quand je joue le soir, il faut d'abord un peu de pression, baisser la pression et tout ça. Donc ça peut prendre un petit peu de temps pour m'endormir. Mais ce serait plutôt AirPods que Boule qui est, quand même. Ok. Avec quoi dedans? Avec de la musique ou un peu, ou du foot même. D'accord. avec des commentaires de foot, l'équipe du soir ou des choses comme ça. D'accord, donc tu es un footeux. Je suis un peu un footeux. Alors, si ta chambre pouvait parler, ton humeur du matin, ce serait génial ou peut mieux faire? Non, plutôt bien. Ouais. Oui, j'ai aucun problème. J'adore tout ce que je fais. J'ai jamais le sentiment de devoir travailler. Donc, j'ai pas de.
Je suis toujours enthousiaste le matin de me lever, de faire les trucs que j'ai envie de faire. Pour le moment, je suis en train d'écrire aussi un nouveau spectacle sur les relations entre les jeunes et les vieux, tu vois, et tout ça. Donc, je suis passionné par ça et donc je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer à y aller, tout ça. Donc, Bon, c'est pour bientôt, ça ça va être pour l'année prochaine, oui, je pense. Oui. Bon, on a c'est pas les hommes et les femmes sur les tabourets. Tu vois, dans Mars et Vénus, j'ai 2 tabourets qui représentent le masculin et le féminin. Ici, ça va être les jeunes et les vieux. D'accord. Très bien. L'idée du barrage et du kayak, en fait. Pas mal du tout. Donc, on a un petit scoop de dernière minute. Ah, oui, voilà. Et pour terminer, l'anecdote la plus gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant, c'est quoi? J'ai une anecdote qui, mais justement, comme on est dans le lit, enfin sur le lit, pas dans le lit justement, mais une anecdote qui était assez rigolote. C'était un soir, donc à la fin de Mars et Vénus, je parle de sexe pendant 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, et c'est assez drôle parce que j'apporte un peu les différences de fonctionnement de l'homme et de la femme. Je compare l'homme à un chalumeau il est prêt, lui, il est prêt tout de suite, alors que la femme plutôt comme un four. Il faut monter en température. Et c'est pas un micro-ondes, et il y a 20 minutes de préchauffage. Et notamment, un des trucs que j'explique en rigolant un petit peu, c'est dire aux hommes, mais messieurs, une femme aussi, beaucoup de femmes ont un orgasme par la caresse du clitoris et pas par la pénétration. C'est important de savoir. Et donc, toujours, il y a un petit flottement comme ça dans la salle quand je dis ça, tu vois, je dis ça un peu comme ça, de manière solennelle quand même, messieurs. Donc, et là, c'est un professeur qui le dit. Un professeur qui le dit, tu vois, je suis un peu comédien, professeur, mesdames. Et là, il y a une femme, dans ce silence-là, une femme qui crie « Merci !» Il y avait 2000 personnes dans la salle et elle crie « Merci !» Mais dans ce « merci », c'était libérateur pour elle de dire « Enfin, quelqu'un, j'espère qu'il va comprendre maintenant. » Enfin, tu sentais qu'il y avait 20 ans de frustration qui sortaient dans ce « merci ». Je suis parti dans un fou rire, c'était génial, vraiment. Et cette spectatrice se reconnaîtra sans doute. Peut-être. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur. Tout comme à toi, Paul. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore aujourd'hui? Continuer à toucher du monde, à être dans ce partage-là de la société, vraiment faire confiance aussi, aider les jeunes à faire confiance. Je trouve ça trop dommage de voir des jeunes aujourd'hui qui ont peur d'avoir des enfants, etc. Il y a une grosse anxiété quand même dans la société dans laquelle on est aujourd'hui et ça me touche un petit peu et j'ai envie justement de contribuer, de partager aussi, en disant que c'est, voilà, comme tu dis, l'idée c'est peut-être c'est un peu moins confortable, mais il y a moyen encore d'être très très heureux quand même et de construire notre vie en étant dans un esprit positif. Ouais. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On a eu une émission très positive. On va pouvoir s'endormir maintenant. Oui, on va pouvoir s'endormir tranquillement. Et puis, vous, si vous nous rejoignez, eh bien, n'hésitez pas à liker cette page sur la chaîne YouTube de France 3 PACA. Vous nous retrouvez également tous les mercredis sur la plateforme France.tv avec une nouvelle émission et de nouvelles confidences. Merci encore, Paul. Merci, Eric. À bientôt. À bientôt.